1860. Le champ de bataille est un hachoir à viande. L'infanterie utilise encore des fusils à un seul coup. Le rechargement se fait par la bouche du canon. C'est lent. C'est archaïque. Même le soldat le plus entraîné ne tire que 2 ou 3 balles par minute. À l'image, des nuages de fumée noire et des hommes qui chargent debout sous la mitraille. Les commandants regardent les listes de pertes. La guerre de sécession américaine bat des records de mortalité. Les rapports s'empilent sur les bureaux. Des milliers de noms, des cadavres par régiments entiers. Les généraux cherchent une solution. Ils veulent saturer l'air de plomb. Ils veulent la puissance de feu sans sacrifier davantage de vies humaines. Comment multiplier les tirs sans multiplier les soldats? La réponse ne vient pas d'un militaire de carrière. Elle vient d'un inventeur. À première vue, un médecin humaniste. Mais en réalité, le créateur de l'arme la plus dévastatrice de son siècle. Le docteur Richard Jordan Gatling observe le chaos des hôpitaux de campagne. Il voit les blessés arriver par centaines. Il veut réduire la taille des armées. Son idée est simple. Si un homme peut faire le travail de 100, alors moins d'hommes iront au front. En pleine guerre civile, il propose une machine radicale. On entend le cliquetis métallique d'une manivelle qu'on tourne. Gatling présente un bloc de 6 canons rotatifs. Ce n'est plus un fusil, c'est un moteur de mort. Le concept change tout. Les balles ne sont plus introduites une par le canon. Elles tombent d'un chargeur par gravité. Chaque rotation de la manivelle déclenche un cycle. Chargement, tir, éjection. Ce n'était que le début de la fin pour les charges héroïques. L'arme peut cracher 200 balles en 60 secondes. Le calcul est froid. Un seul engin remplace désormais une compagnie entière d'infanterie. La cadence de tir ne dépend plus de l'adresse du tireur. Elle dépend de la vitesse à laquelle il tourne la poignée. Le monde de la guerre vient de basculer. 1861, c'est l'année où tout bascule pour Richard Gatling. Cet inventeur observe un fait brutal. Sur les champs de bataille, la maladie tue plus de soldats que les balles. Sa conclusion est immédiate. Pour sauver des vies, il faut une arme plus terrifiante. Pourquoi une arme de mort sauverait-elle des hommes? Sa logique est simple. Si un seul soldat peut tirer autant que 100 hommes, les armées deviendront plus petites. Moins de troupes dans les camps signifie moins de maladies. C'est le paradoxe de Gatling. L'humanisme par la puissance de feu. À l'image, un mécanisme complexe et rotatif. L'ingénierie est révolutionnaire. Gatling utilise un faisceau de 6 canons, puis 10, disposés autour d'un axe central. Une simple manivelle actionne le tout. Le rythme est mécanique. L'opérateur tourne la poignée. Chaque canon suit un cycle précis. Chargement, tir, éjection. Au sommet de l'arme, un chargeur par gravité laisse tomber une cartouche dans la culasse. Un mécanisme à came pousse la munition et percute l'amorce à 4 heures. Le canon continue sa rotation, l'étui vide tombe au sol. On entend le cliquetis métallique régulier. L'avantage est massif. En répartissant la chaleur et le travail sur plusieurs canons, la cadence de tir dépasse l'imagination de l'époque. Les premiers modèles crachent 150 coups par minute. Le seul frein reste la vitesse de chargement manuel. Mais Gatling ne s'arrête pas là. Les années passent. En 1880, avec des cartouches entièrement métalliques, la machine atteint 400 coups par minute. L'inventeur teste même un moteur électrique. Le résultat est effrayant, 1200 coups par minute. Mais la technologie de l'époque ne suit pas. Le moteur est trop instable. À première vue, une révolution pour la guerre de sécession, mais en réalité, un échec commercial immédiat. L'état-major américain reste de marbre. Les généraux conservateurs voient l'arme comme un gadget coûteux. Pour eux, c'est un gaspillage de munitions inutiles qui va surcharger les lignes de ravitaillement. Certains officiers, comme le général Benjamin Butler, croient au projet. Il achète 12 exemplaires avec son propre argent. Mais c'est une exception. Le chef du département de l'armement refuse de valider l'invention. Gatling le décrit comme un vieil homme déconnecté, encore persuadé que les fusils à silex sont l'avenir. Le résultat est sans appel. La bureaucratie et les quelques défauts de jeunesse condamnent l'arme à l'oubli pendant le conflit. L'armée américaine n'achète officiellement la Gatling qu'en 1866. La guerre est déjà terminée. Mais ce n'était que le début. La paix en Amérique n'arrête pas l'expansion de l'arme. Les empires coloniaux s'arrachent le brevet. Les Britanniques l'emmènent en Afrique lors de la guerre contre les Zoulous. Sur le terrain, le massacre est total. Les guerriers chargent avec des lances et des boucliers. Face à eux, 2 mitrailleuses Gatling suffisent à raser les rangs. Pour la première fois de l'histoire, le concept de la mitrailleuse automatique montre son vrai visage. La puissance de feu l'emporte sur le nombre. Pourtant, une nouvelle ombre apparaît en 1883. Son nom, Hiram Maxim. Il invente une machine totalement automatique, plus de manivelle.
L'arme utilise l'énergie du recul pour s'auto-alimenter. Elle est plus légère, nécessite moins d'hommes et tire plus vite. L'arrivée de la poudre sans fumée dans les années 1890 finit de sceller le sort de Gatling. Ces machines produisaient de gigantesques nuages blancs qui trahissaient leur position. Les nouvelles mitrailleuses Maxim, discrètes et alimentées par bandes, prennent le contrôle. En 1911, l'armée américaine tranche. La mitrailleuse à manivelle Gatling est déclarée obsolète. Elle est envoyée au musée. L'histoire s'est arrêtée là. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Personne ne pouvait prévoir qu'une seconde guerre mondiale et de nouveaux besoins technologiques allaient déterrer ce vieux concept. Le système rotatif de Gatling allait renaître pour créer les armes les plus destructrices de l'ère moderne. 1945. La fin de la guerre marque une rupture brutale. L'apparition du moteur à réaction change radicalement les règles du combat aérien. Jusqu'ici, les chasseurs de la Seconde Guerre mondiale utilisaient des moteurs à piston et des hélices. Ces machines étaient rapides pour leur époque, elles étaient lourdement armées. Mais la technologie touchait un plafond de verre. Pourquoi les armes classiques sont-elles devenues inutilisables à cause d'une limite mécanique simple? Les canons et les mitrailleuses lourdes de l'époque possédaient un seul canon. La cadence de tir avait atteint son maximum. Pour augmenter la puissance de feu, les ingénieurs ajoutaient simplement plus d'armes sur les ailes. À l'image, un avion surchargé de mitrailleuses. Mais cette solution créait de nouveaux problèmes. Le poids augmentait. L'espace disponible dans le fuselage disparaissait. L'avion devenait lent et lourd. Après la guerre, les chasseurs à réaction se généralisent. Ils volent 2 fois plus vite que leurs prédécesseurs. À ces vitesses, les anciens modèles deviennent des pièces de musée. Le temps de viser s'effondre. Un avion ennemi traverse le viseur du pilote en une fraction de seconde. Pour obtenir une destruction, il faut projeter une quantité massive de projectiles dans cette fenêtre de tir minuscule. L'Air Force américaine fait un constat amer. Son armement standard de 6 mitrailleuses Browning calibre 50 ne suffit plus. Le problème est double. D'abord, la cadence de tir est trop faible. Ensuite, les nouveaux avions de chasse sont plus robustes. Les blindages protègent désormais les composants vitaux. On entend le claquement sec des culasses. Chaque mitrailleuse tire 800 coups par minute. Mais les balles sont trop légères. Elles rebondissent sur les nouvelles carlingues renforcées. Même avec 6 armes tirant en même temps, le volume de feu est dérisoire face à la vitesse du jet. Passer au canon de 20 mm semblait être la solution. Les dégâts étaient sur le plus important, mais la fiabilité n'était pas au rendez-vous. Les chargeurs avaient une capacité trop faible. Les enrayages étaient fréquents. Surtout, la cadence de tir restait désespérément basse. Les ingénieurs font face à un mur d'acier. Une seule arme à canon unique ne peut plus accélérer. Ajouter d'autres canons rend l'avion impossible à piloter. Le système est au point mort. Mais une solution oubliée allait tout changer. 1946. L'armée américaine fait face à un mur technique. Les moteurs à réaction rendent les combats aériens trop rapides pour les mitrailleuses classiques. Les ingénieurs ont alors une idée radicale, regarder en arrière pour avancer. Ils décident de ressusciter un système vieux de 80 ans. C'est la naissance du projet Vulcan. À l'image, des schémas techniques de l'époque des mousquets croisent des plans de moteurs électriques. Le principe de base appartient à Richard Gatling, 19e siècle. Plusieurs canons tournent autour d'un axe central. Mais en 1946, l'Air Force et l'Army Ordnance changent tout. Ils utilisent des matériaux modernes et un usinage de haute précision. La manivelle manuelle disparaît. Pourquoi ce changement? Un pilote en plein combat ne peut pas tourner une manivelle. Ils installent donc une source d'énergie externe, un moteur électrique ou hydraulique, à première vue, un simple moteur. Mais en réalité, une révolution mécanique. L'alimentation, le tir et l'éjection des douilles deviennent purement mécaniques. L'arme ne dépend plus du recul ou des gaz de combustion pour fonctionner. On peut visualiser le système ainsi, 6 fusils à verrou tournant en cercle. Un mécanisme répète le mouvement de la culasse tant que les munitions arrivent. Le résultat est immédiat. Les concepteurs poussent la cadence de tir à des niveaux impossibles pour une mitrailleuse conventionnelle. Les pièces ne cassent plus. La chaleur est répartie sur 6 canons différents au lieu d'un seul. Aucun tube ne subit la charge totale des tirs. Mais le système allait-il vraiment tenir? En décembre 1945, les ingénieurs Melvin Johnson et le colonel Doc Howe passent à l'action. Ils sortent une vieille mitrailleuse Gatling d'un musée. L'acier est froid. Le mécanisme date de l'époque de la poudre noire.
Ils fixent un moteur électrique sur la carcasse centenaire. Sur le banc d'essai, le bruit est assourdissant. La vieille machine de 60 ans se met à cracher du feu. Les tests en direct confirment l'incroyable. L'arme ancienne, une antiquité de musée, vient de pulvériser les standards modernes. Le futur de l'aviation venait de naître dans un atelier de mécanique. 4000 à 5000 coups par minute. Les rafales s'enchaînent sans aucun enrayage. Seul problème, d'épais nuages de fumée noire dégagés par les vieilles munitions de l'époque. Mais le résultat est là. Le test est un succès total. Les sceptiques se taisent. Le concept du canon rotatif à alimentation externe fonctionne parfaitement. À quoi servait ce test? À prouver qu'une arme pouvait saturer l'espace en quelques secondes. En l'an 1949, General Electric passe à l'étape supérieure. L'entreprise construit les premiers prototypes modernes pour l'aviation. Les ingénieurs procèdent au par essai et erreur. Ils modifient les mécanismes. Ils testent la résistance des métaux. Le résultat final porte un nom. Le M60 est un Vulcan. C'est un canon rotatif de 20 mm doté de 6 canons. Cette arme va équiper presque tous les avions de chasse américains pendant des décennies. Les techniciens doivent d'abord régler les problèmes du système d'alimentation. Une fois les blocages éliminés, le Vulcan devient le standard. En l'an 1950, une version améliorée atteint l'objectif critique, 6000 coups par minute, à l'image, un déluge de métal. Cela représente 100 obus de 20 mm expulsés chaque seconde. Ce n'est pas un détail technique, c'est une puissance de feu capable de déchiqueter n'importe quel avion de l'époque en un instant. Pourquoi une telle cadence était-elle nécessaire? Les combats aériens devenaient trop rapides. Un pilote ne disposait que d'une fraction de seconde pour viser. Avec le Vulcan, une pression courte sur la détente suffit à saturer l'air devant l'ennemi. Le flux d'obus est si dense que les chances de toucher la cible explosent. Les militaires tiennent enfin la solution au problème qui les bloquait depuis des années. Mais l'usage du Vulcan ne s'arrête pas au combat aérien. Le canon est aussi utilisé pour le mitraillage au sol. L'armée observe les résultats. Les structures blindées ne résistent pas. Une nouvelle question se pose alors naturellement. À première vue, le système est parfait pour les chasseurs, mais en réalité, il est trop lourd pour les petites unités. Si le mécanisme rotatif est si efficace pour les gros canons, pourquoi ne pas le miniaturiser? L'idée est de l'adapter à des plateformes plus légères. On pense notamment aux hélicoptères de transport non protégés qui arrivent sur le front. Une version réduite offrirait une puissance de feu dévastatrice. Elle pourrait s'installer là où un Vulcan de 20 mm serait trop encombrant ou trop pesant. Ce raisonnement mène directement à la création d'une nouvelle arme de calibre 7,62 par 51. Les événements s'accélèrent. La technologie rotative va changer d'échelle. 1962. Les ingénieurs de General Electric sortent les premiers prototypes d'une arme révolutionnaire. Son nom de code, le minigun. C'est une version miniaturisée du canon Vulcan, adaptée aux munitions de calibre fusil. Pourquoi ce nom? Pour sa taille réduite, mais sa puissance, elle, n'a rien de minuscule. 6 canons rotatifs, un calibre de 7,62 mm, une cadence de tir monstrueuse de 6000 coups par minute. C'est exactement la même performance que son grand frère installé dans les avions de chasse. L'armée américaine l'adopte officiellement sous la désignation M134. L'arme entre en service entre 1963 et 1964. C'est une résurrection technologique. Le concept de Richard Gatling, enterré depuis 50 ans, revient à la vie sous une forme qu'il n'aurait jamais pu imaginer. À l'image, le métal usiné brille sous les projecteurs des ateliers. Mais les tests en usine sont terminés. Le Vulcan et le minigun s'apprêtent à affronter leur premier véritable test, le combat intensif. Ils vont prouver leur valeur sur le terrain. Ils vont aussi évoluer jusqu'à atteindre un niveau de puissance absurde. Qu'arrive-t-il quand on aligne 3 de ces monstres? À première vue, une simple mitrailleuse. Mais en réalité, chaque unité crache 100 balles par seconde. Placez-en 3 côte à côte, la puissance de feu devient indescriptible. Au début des années 60, les États-Unis intensifient de leur engagement au Vietnam. Ils inventent une nouvelle forme de guerre, les opérations aéromobiles. L'outil principal est le légendaire hélicoptère UH, un Huey. C'est l'appareil idéal pour transporter des troupes rapidement dans une jungle sans aucune route. Mais il y a un problème majeur. Au début du conflit, ces hélicoptères sont presque sans défense. Ils ne portent aucune arme ou seulement un équipement léger. Le commandement pense que la vitesse et l'agilité suffiront à les protéger des tirs au sol. L'erreur est totale. La réalité du terrain est brutale. Sur les rapports de l'époque, les chiffres sont clairs. La moitié des hélicoptères déployés au Vietnam finissent détruits.
Une grande partie de ces pertes est causée directement par les tirs ennemis. Le Huey devient une cible facile, une proie immobile. La situation empire lors des phases critiques, l'insertion et l'extraction des soldats. L'appareil doit faire du vol stationnaire à basse altitude. Il est vulnérable. On entend le claquement des fusils d'assaut dans la végétation. Même un simple tir d'arme légère peut abattre la machine et son équipage. Il fallait une solution radicale pour transformer ses proies en prédateurs. Le minigun allait changer les règles du jeu. L'histoire s'est accélérée à ce moment précis. 600 coups par minute. C'était la cadence de tir de la mitrailleuse M60. Pour les soldats en pleine jungle, ce n'était pas assez. Pas suffisant pour stopper une embuscade. Comment saturer une zone de combat en quelques secondes? Les ingénieurs ont trouvé la réponse. Multiplier cette cadence de tir par 10. Au début, les équipages improvisent sur le terrain. Les soldats bricolent des supports et fixent des mitrailleuses sur les flancs des hélicoptères. Le rôle de mitrailleur de porte vient de naître. Mais le matériel manque de puissance. L'armée décide alors de tester une technologie radicale, la minigun. Le changement est brutal. Sur certains modèles de Huey, la minigun M134 remplace la M60. Le mitrailleur de porte passe d'une arme classique à un monstre de puissance. À l'image, un déluge de douilles qui tombent au sol. Le bruit est un déchirement continu. D'autres versions du Huey, appelées gunships, vont plus loin. Elles intègrent des miniguns fixes dans des nacelles latérales ou des tourelles sous le nez. C'est le pilote qui aligne désormais la cible. À la fin des années 60, le système d'armement standard XM21 s'impose sur les hélicoptères de l'armée. Le montage est lourd. Une minigun de chaque côté installée dans des pods ou sur des supports mobiles. Juste à côté, des lance-roquettes complètent le dispositif. Le Huey n'est plus un simple camion volant. C'est une forteresse mobile. En 1967, l'arrivée de l'AH-1G Cobra change définitivement les règles. Ce n'est plus un transport modifié, mais un hélicoptère d'attaque pur. Sa tourelle de nez combine une minigun et un lance-grenade. Le tireur utilise une lunette de visée haute précision. Sous les ailes, l'appareil peut transporter des miniguns supplémentaires en nacelle. Sur les documents d'époque, on voit des traînées de feu ininterrompues. La minigun est devenue le cœur du système de combat. Cette évolution a transformé l'aviation de l'armée de terre. On ne transporte plus seulement des troupes, on détruit l'ennemi depuis le ciel. Ce concept a donné naissance au tout premier hélicoptère d'attaque dédié de l'histoire, le Cobra. Les machines sont désormais prêtes pour la guerre totale. 1964. Ce n'était que le début d'une escalade technologique brutale. L'armée américaine a commencé à monter des miniguns absolument partout. L'idée d'une mitrailleuse Gatling volante fonctionnait trop bien. L'US Air Force a alors pris une décision radicale. Ils allaient pas construire des avions entiers dont l'unique mission était de déverser un déluge de plomb sur l'ennemi. Comment transformer un avion de transport en machine de mort? La réponse s'appelait le AC-47 Spooky, un ancien avion de transport C-47 totalement modifié. À l'intérieur, 3 miniguns fixés sur le côté gauche. À partir de la fin de l'année 1964, le Spooky survolait les champs de bataille la nuit. L'avion effectuait des orbites lentes et circulaires. Il larguait des fusées éclairantes pour brûler l'obscurité. Puis, le carnage commençait. Chacun des 3 canons pouvait cracher 6000 balles par minute. Le pilote contrôlait tout depuis le cockpit. Il pouvait déclencher les armes une par une ou tout envoyer en même temps. Les chiffres sont vertigineux. Un seul AC-47 pouvait saturer une zone de la taille d'un terrain de football en moins de 10 secondes. Sous l'avion, aucun centimètre carré n'était à l'abri. À l'image, on voit des traînées rouges continues qui tombent du ciel. Les troupes américaines encerclées dans des avant-postes isolés hurlèrent de joie en voyant arriver Puff le dragon magique. C'était le surnom de l'avion. Pourquoi un dragon? À cause des balles traçantes, le ciel se remplissait d'arcs de feu rouge sang. On aurait dit le souffle d'une bête mythique. L'avion tournait autour d'un village ou d'un périmètre défensif. Il labourait littéralement la jungle. La végétation disparaissait sous le feu de suppression. Mais ce n'était que le début de la terreur. Des bataillons entiers du Viet Cong ont été stoppés net pendant des attaques nocturnes. Les soldats ennemis n'avaient là que 2 choix, courir ou mourir. Ceux qui restaient coincés sous cette pluie rouge n'avaient aucune chance. Pour les combattants au sol, le seul avertissement était un bourdonnement lointain dans les nuages. Puis, soudainement, les arcs rouges déchiraient le noir. La peur était totale. De nombreux survivants ont raconté plus tard que c'était l'arme la plus terrifiante du conflit.
C'était pire que les bombardements classiques. Pourquoi? Parce que le feu du Dragon semblait personnel. On entend le vrombissement sourd des moteurs. Le Dragon pouvait vous traquer partout, peu importe votre cachette. Le succès du AC-47 a ouvert la voie à des machines encore plus lourdes. En 1968, le AC-119 bimoteur entre en scène. Un an plus tard, en 1969, la version quadrimoteur arrive sur le front. La guerre aérienne venait de changer de dimension. L'histoire s'est accélérée. 130 Spectres ont suivi. Chaque appareil transportait une cargaison d'armes encore plus lourde. Le AC-130 a fini par intégrer des canons de 20 mm et 40 mm aux côtés des miniguns. Mais le modeste minigun de 7,62 mm est resté l'élément de base de ces canonnières pour l'appui rapproché. Dans la jungle épaisse, rien ne battait cette capacité. Arroser chaque mètre carré d'une zone cible avec des milliers de balles. Un pilote de AC-47 raconte une anecdote glaçante. La nuit, quand toutes les armes tiraient en même temps, les flux convergents de balles traçantes créaient un phénomène visuel unique. À l'image, la végétation s'embrase sous l'impact. Les flammes éclairent les soldats ennemis tapis dans l'ombre. C'était un spectacle de lumière mortelle. Souvent, le combat s'arrêtait net. Les survivants du Viet Cong s'évaporèrent dans la nature, paralysés par la peur. L'effet psychologique de Spooky était immense. Pourquoi le Viet Cong a-t-il arrêté d'attaquer les avant-postes? Ils avaient là compris une règle simple. Attaquer sous la surveillance d'un AC-47 en orbite était un suicide. Ils ont surnommé ces avions les vaisseaux dragons. Certains témoignages de prisonniers de guerre sont clairs. Le bourdonnement distinctif du minigun et les serpents rouges des traçantes brisaient le moral des troupes. Les unités rompaient les rangs dès qu'elles réalisaient qu'un Spooky survolait la zone. Un conseiller américain a résumé la situation. À l'arrivée d'une canonnière, les troupes ennemies étaient tuées, blessées ou en fuite. Dans tous les cas, le combat prenait fin. À première vue, un simple appui aérien, mais en réalité, une domination totale par le feu. Au même moment, les ingénieurs installaient des miniguns sur toutes les plateformes possibles, des camions armés, des chars d'assaut, des véhicules de transport de troupes blindées, même des bateaux de patrouille. Le minigun n'était plus seulement une arme d'hélicoptère. Il changeait d'échelle. Les canonnières aériennes restèrent les plateformes les plus impressionnantes de cette période. L'attention s'est fixée sur elles. Mais le concept de base allait encore évoluer. Une idée simple. Un canon volant conçu uniquement pour la destruction totale. Ce concept a été poussé à son paroxysme avec une arme spécifique. La suite allait redéfinir la guerre aérienne. 1970. La guerre froide est à son sommet. L'OTAN fait face à un problème majeur. Des milliers de chars soviétiques prêts à déferler sur l'Europe. Pour stopper ces colonnes blindées, les ingénieurs américains rejettent les solutions classiques. Ils ne veulent pas d'un nouvel avion rapide, ils veulent une arme capable de percer l'acier le plus épais. Comment détruire un char moderne? La réponse tient en 3 lettres, GAU. Le concept est radical. On ne conçoit pas un avion pour y installer une arme. On prend un canon monstrueux et on construit une cellule autour. C'est la naissance du programme AX de l'armée de l'air des États-Unis. En parallèle, General Electric développe une technologie de rupture. Ils abandonnent le calibre 21 mm du Vulcan. Ils passent au 30 mm. Le design de General Electric l'emporte et devient le GAU-8A Avenger. À partir de cet instant, l'avion A-10 et son canon ne font plus qu'un. Ce n'est pas un chasseur avec une option de tir. C'est un système d'armes intégré. Les chiffres donnent le vertige. Le canon nu possède 7 tubes rotatifs, poids à vide, 280 kg. Mais le système complet est bien plus massif. Il comprend un tambour de munitions géant et un mécanisme d'alimentation complexe. Une fois chargé avec 1150 obus, l'ensemble pèse 1800 kg. C'est colossal. Cela représente un sixième du poids total du A-10 à vide. La longueur totale atteint 6 mètres. À l'image, le canon occupe tout le nez de l'appareil. Le fuselage est littéralement enroulé autour du métal. L'espace est si réduit que les ingénieurs ont dû déplacer le train d'atterrissage avant vers la droite. Le tambour prend toute la place centrale, le canon est légèrement décalé vers la gauche, mais avec une précision mathématique, le tube qui tire au sommet de la rotation se trouve exactement sur l'axe central de l'avion. Pourquoi? Pour que le recul monstrueux soit dirigé droit vers l'arrière. Sans cet alignement, chaque rafale ferait dévier l'avion de sa trajectoire. À première vue, l'avion semble lourd et massif, mais en réalité, c'est une question d'équilibre précaire. Si les mécaniciens retirent le système d'armes complet au sol, l'avion bascule.
Le poids qui disparaît à l'avant est si important qu'il faut soutenir la queue de l'appareil avec un vérin. Sans son canon, le A10 tombe à la renverse. L'équilibre est rompu. La puissance de feu est gérée par un système hydraulique haute pression. Le canon crache des obus de 30 par 173 mm. Chaque tir est un coup de massue. On entend le vrombissement sourd des tubes qui s'accélèrent. La cadence est infernale, la précision est chirurgicale. L'histoire des blindés vient de changer de trajectoire. Ainsi s'est imposé le destructeur de chars le plus célèbre au monde. 7 canons rotatifs, 3900 obus par minute. C'est la cadence de tir nominale de cette arme en service. Le déclenchement est quasi instantané. Une fraction de seconde suffit pour que le moteur lance la rotation. Lors de la première pression sur la détente, 50 projectiles partent dès la première seconde. Ensuite, le rythme se stabilise. Le canon crache 70 obus chaque seconde. Ces munitions ne ressemblent pas à des balles de fusil. Chaque obus a la taille d'une petite bouteille d'eau. Les chiffres sont brutaux. Le système est optimisé pour une distance de tir de 1200 mètres. L'avion plonge selon un angle de 30 degrés. Les projectiles quittent les tubes à une vitesse de 1000 mètres par seconde. À l'image, on voit la puissance de l'impact. L'énergie cinétique est plusieurs fois supérieure à celle d'un canon Vulcan de 20 mm. Pour faire simple, c'est un canon anti-char qui possède ses propres ailes. La puissance de frappe réside dans la munition. Le GAU-8 utilise des obus de 30 par 173 mm. Deux types dominent le terrain. D'un côté, l'obus perforant incendiaire avec un noyau en uranium appauvri. De l'autre, l'obus explosif incendiaire pour les cibles légères. Il existe aussi une version d'entraînement qui reproduit exactement la même trajectoire. Pourquoi utiliser l'uranium appauvri ? Le pénétrateur est une tige métallique dense et ultra stable en vol. Elle est pyrophorique. Cela signifie qu'elle s'enflamme instantanément au contact du blindage. L'obus ne se contente pas de percer un trou net, il pulvérise du métal liquide et des fragments brûlants à l'intérieur du véhicule. Les réservoirs explosent, les munitions sautent. L'équipage n'a aucune chance. L'obus explosif incendiaire, lui, est conçu pour se fragmenter. Il génère un souffle et des flammes. Ses cibles sont claires. Camions, infanterie, radars, dépôts de munitions ou bâtiments. En combat, le pilote ne choisit pas son obus à chaque tir. Les munitions sont mélangées dans une bande de combat fixe. La règle est précise, 4 obus à l'uranium pour un obus explosif. Chaque pression sur la gâchette envoie un mélange mortel. On combine perforation et explosion sans aucune manipulation technique. À première vue, le tambour semble inépuisable. Mais en réalité, le temps est compté. Une charge de guerre standard compte 1150 obus. C'est moins que la capacité maximale, mais cela suffit pour dévaster une colonne blindée. Si le pilote maintenait la détente enfoncée, le tambour serait vide en moins de 20 secondes. Le bruit serait assourdissant. Mais dans les faits, les pilotes tirent par courte rafale, 50 à 100 obus par passage. L'objectif est double, économiser les munitions et éviter la fonte des canons. Tout est optimisé pour le poids. Les douilles sont en aluminium et les ceintures de guidage en plastique. Cela réduit l'usure du métal et permet d'emporter plus de munitions. Le système d'alimentation est une pièce d'ingénierie complexe. Il fonctionne en circuit fermé sans maillon. Les obus pleins quittent le tambour, passent dans le canon, puis les douilles vides retournent directement dans le chargeur. Rien n'est éjecté à l'extérieur. Le centre de gravité de l'avion reste ainsi parfaitement stable. L'histoire s'est arrêtée là pour des milliers de chars. Les étuis vides ne sont pas éjectés à l'extérieur. Ils retournent directement dans le tambour de stockage. Ce système interne évite 2 dangers majeurs, les maillons de munitions qui flottent dans l'air et les douilles qui viennent percuter la carlingue ou finissent aspirées par les réacteurs. Maintenir les douilles à bord permet aussi de stabiliser le centre de gravité de l'avion. L'appareil ne s'allège pas brutalement en rejetant des kilos de métal lourd par-dessus bord en plein vol. La précision du canon est calibrée selon une norme stricte, 5 milliradians à 80%. Concrètement, à une distance de 1200 mètres, 80% des obus frappent à l'intérieur d'un cercle de 12 mètres de diamètre. C'est un groupement extrêmement serré pour une arme tirant depuis un jet en mouvement à une telle cadence. Une telle masse de métal sortant du nez de l'appareil crée des contraintes mécaniques extrêmes. Le recul et les gaz ont posé des problèmes d'ingénierie colossaux. À pleine puissance, le GAU-8 génère une force de recul de 4500 kg. C'est une puissance comparable à la poussée de l'un des moteurs de l'A10. Pourquoi l'avion ne part-il pas en vrille ? La réponse tient à l'alignement. Le canon est placé exactement sur la ligne centrale de l'appareil, juste sous le centre de gravité. Le recul pousse l'avion bien droit vers l'arrière au lieu de le faire pivoter.
Contrairement au mythe populaire, l'avion ne s'arrête pas net dans les airs. En réalité, le tir fait perdre quelques nœuds de vitesse et secoue violemment la cellule. Mais les moteurs produisent de toujours une poussée totale supérieure au recul. L'Addix continue de voler normalement. Le vrai danger était ailleurs, le nuage de gaz de combustion. Le JAO 8 produit un volume immense de fumée chaude et pauvre en oxygène. Selon l'angle d'attaque, cette fumée peut être aspirée directement par les moteurs. Lors des premiers tests, des pilotes ont subi des pompages moteurs et des extinctions brutales en plein tir. Comment ont-ils réglé le problème? Les ingénieurs ont dû modifier le système d'allumage des moteurs pendant les phases de tir. Des déflecteurs ont aussi été ajoutés pour éloigner les gaz toxiques des entrées d'air. L'Addix et son canon sont entrés en service à la fin des années 70. Mais sa légende s'est écrite en 1991, pendant la guerre du Golfe. Les avions ont effectué des milliers de sorties contre les forces irakiennes. Le JAO 8 a été utilisé massivement en complément des missiles Maverick et des bombes. Sur le papier, le canon peut percer plusieurs centimètres de blindage homogène laminé. C'est particulièrement efficace contre les flancs et l'arrière des chars de l'ère soviétique. Dans les faits, les analyses d'après-guerre sont plus nuancées. Les tirs d'essai montrent que seule une fraction des obus touche réellement une cible de la taille d'un char en conditions réelles. La dispersion, les mouvements du jet et le stress du feu ennemi réduisent la précision théorique. À l'image, un char touché par une rafale. Les pénétrateurs à l'uranium appauvri se sont montrés redoutables contre les blindages latéraux, les suspensions et les équipements externes. Ils provoquaient des arrêts de mobilité immédiats ou la destruction totale des véhicules légers. Mais face au blindage frontal épais des chars de combat de la fin de la guerre froide, les résultats étaient plus aléatoires. Il fallait un angle d'attaque parfait et une distance très courte pour garantir la pénétration. Utiliser le GO 8 avec efficacité force le pilote à prendre des risques mortels. Pour obtenir la précision et la pénétration nécessaires, l'Addix doit souvent piquer depuis 3000 mètres d'altitude vers le sol. Le pilote doit accentuer son angle de descente et maintenir la détente enfoncée jusqu'à se trouver à moins de 1200 mètres de sa cible. Le jet se retrouve alors à portée de tir de toutes les défenses antiaériennes ennemies. Ainsi s'est forgée la réputation d'une machine de guerre brutale mais vulnérable. Voler directement dans l'enveloppe des défenses antiaériennes à courte portée et des armes légères. C'est l'une des raisons pour lesquelles les attaques au canon étaient à la fois spectaculaires et risquées. Elles étaient extrêmement destructrices lorsqu'elles étaient exécutées correctement. Mais le prix à payer était l'exposition totale de l'appareil. Sur les enregistrements de bord, on voit le sol se rapprocher dangereusement. On entend le crépitement des tirs au sol qui remontent même vers le cockpit. Pourquoi cette prise de risque était-elle nécessaire? La précision exigeait la proximité, mais la proximité attirait le feu ennemi. Après la guerre du Golfe, le canon GO Xanomax a continué à servir dans les Balkans, en Afghanistan, en Irak et en Syrie. Dans ces conflits, les cibles n'étaient plus des colonnes entières de chars de la guerre froide. Les pilotes visaient désormais des camions, des pick-up armés, de l'artillerie, des positions fortifiées et du personnel au sol. La même arme conçue pour déchirer le blindage soviétique s'est révélée brutalement efficace contre des structures plus légères. Le JAO Xanomax pulvérisait les bunkers, les murs et les tranchées. Des rafales courtes et bien ajustées pouvaient littéralement couper des véhicules en deux. Elles détruisaient dans les pièces d'artillerie ou saturaient une zone restreinte d'effets explosifs et incendiaires. C'était un outil chirurgical, bien plus contrôlé que le largage de bombes non guidées. À l'image, on observe une ligne de poussière et d'explosion qui traverse la cible en une fraction de seconde. Mais cette puissance a un revers sombre. L'utilisation de munitions à l'uranium appauvri est devenue controversée. Ces pénétrateurs restent dans l'environnement bien après la fin des hostilités. Des débats et des études durent depuis des décennies sur les effets sanitaires et environnementaux. Cela concerne aussi bien les anciens champs de bataille que les champs de tir d'entraînement. Le métal lourd reste là, planté dans le sol. Certaines tentatives d'adapter cette arme ailleurs ont montré à quel point elle est liée à l'Xanomax. Le canon de 30 mm a été adapté pour le système naval Goalkeeper. Ce système de défense rapproché pour navires a prouvé que la conception fonctionnait parfaitement, à condition de construire une plateforme spécifique autour de l'arme. Mais l'échec a aussi frappé. Une version plus légère à 4 tubes, le GAU-XUM, a été installée dans une nacelle sous des F-16 pendant l'opération Tempête du désert. Sur le papier, cela donnait au F-16 la puissance de feu d'un A-18. La réalité a été différente.
Sous l'effet du recul, la nacelle vibrait violemment sur son pylône. Les chasseurs étaient trop rapides. Ils n'étaient pas optimisés pour le mitraillage à basse altitude. Le logiciel de tir n'était pas intégré correctement. La précision était catastrophique. L'idée a été abandonnée rapidement. Cet échec confirme la logique derrière la conception du Warthog. L'Avenger est à son maximum uniquement quand l'avion entier est conçu pour gérer son poids, son recul, ses gaz et sa trajectoire balistique. On ne peut pas simplement le suspendre sous n'importe quel jet. L'A-18 n'est pas un avion transportant un canon. C'est un canon qui a reçu des ailes pour voler. Ainsi s'est imposée la légende de cette arme unique.